Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'expertise en direct d'Helsinki en Finlande. Expertise France est l'agence publique française de coopération technique internationale. Expertise France œuvre à l'échelle mondiale pour renforcer les capacités en matière de gouvernance, sécurité, climat, santé et transformation numérique. Le thème du jour, la cyber-résilience. Quel rôle pour les acteurs de la coopération internationale? Merci à tous ceux qui se sont connectés depuis les 4 coins du monde. Notre audience augmente rapidement. Notre dernière émission sur la santé mondiale et le genre a atteint un record de 3000 spectateurs en direct. Bravo. À nos fidèles téléspectateurs, bienvenue à nouveau. À nos nouveaux téléspectateurs, bienvenue à bord. Je suis Gallagher Fenwick, votre animateur. À suivre, nous allons entendre les directeurs d'Expertise France et de House, nos co-animateurs finlandais. Mais d'abord, analysons les enjeux. Pourquoi la cyber-résilience est-elle plus importante que jamais? Depuis le début 2026, les cybermenaces redessinent notre monde. Ces dernières années ont vu une recrudescence des attaques physiques contre les câbles sous-marins, les centres de données et les réseaux publics. Ces attaques révèlent une dure réalité. Nos infrastructures numériques et physiques sont vulnérables. Soyons clairs, alors que la cybersécurité se concentre sur la protection des systèmes, des réseaux et des données contre les cybermenaces, la cyber-résilience va plus loin. Elle garantit que les organisations et les sociétés dans leur ensemble puissent se préparer à absorber, se remettre et s'adapter aux incidents cybernétiques. La cyber-résilience n'est plus seulement un défi technique, elle est la pierre angulaire de la souveraineté européenne et l'intégrité démocratique. La position géographique de la Finlande la place en première ligne de ce défi mondial. Le pays est devenu une référence en matière de résilience. C'est la raison pour laquelle nous diffusons aujourd'hui depuis les rives de la mer Baltique, afin de découvrir par nous-mêmes comment ce leader nordique établit la norme. Les partenaires nordiques, baltes et d'Europe occidentale unissent leurs forces pour partager leurs enseignements, coordonner les réponses, renforcer les capacités. La collaboration est essentielle. Mais tout d'abord, nous passons à notre prochaine étape, les rendez-vous de l'expertise. La conversation avec Yosti Vakevanen. Bonjour ou hey, comme on dit en finlandais. Comment allez-vous? Vous êtes le directeur général de House. Merci infiniment de nous accueillir aujourd'hui. On est au siège à Helsinki et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais tout d'abord, j'aimerais accueillir Jérémy Pellet, PDG d'Expertise France, qui se joint à nous en direct depuis son siège à Paris, en France. Comment vous portez-vous, Jérémy? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais démarrer avec vous, Kjosti Vaikevanen. Est-ce que vous pouvez brièvement présenter ce que vous faites chez House et le rôle, les principaux thèmes internationaux sur lesquels vous vous concentrez lorsque vous vous déplacez dans vos bureaux? Je sais que vous jouez un rôle important en Finlande. J'ai vu des posters qui disent que vous vous aidez les gouvernements. Et donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Merci. House, chez House, c'est l'institut financier qui soutient la gouvernance. Donc, nous faisons ce travail depuis 15 ans déjà. Et comme vous l'avez dit, notre rôle est de renforcer la bonne gouvernance ici en Finlande afin de coopérer avec les ministères, les agences étatiques. Et aujourd'hui, il se trouve que de plus en plus, nos activités soient liées aux projets internationaux et à l'heure actuelle, on a cela représente 60% de notre budget qui se porte sur la coopération internationale, donc dans différents secteurs gouvernementaux. Donc nous avons fait cela depuis un bon moment déjà. Et Jérémy
Pellet, puis-je commencer par vous poser la même question, de brièvement expliquer ce que fait Expertise France, peut-être pour nos amis en Finlande qui ne sont pas forcément familiers avec Expertise France, qui ne la connaissent pas, et pourriez-vous expliquer comment Expertise France collabore avec des partenaires européens comme House, par exemple, pour faire progresser la cyber-résilience, qui est notre sujet Yeah, du thank you, jour? Gallagher, and I'm Oui, really merci happy to be Gallagher. Je suis vraiment ravie on this rendezvous d'être, d'expertise de faire partie with de ce Kirsty rendez-vous de and l'expertise House. avec Kiosty et We do House. exactly the Donc, same nous job faisons as exactement le House in même France. travail que Expertise House en France is France. Expertise the France interministerial est agency in charge of l'agence international interministérielle en technical charge cooperation, and we de la part coopération of the group internationale. Donc, AFD, the French Development et donc, nous Agency. travaillons avec And our l'AFD, job is to l'Agence française de développement. help Ce achieving que the nous UN faisons, c'est nous essayons agenda on the de répondre à sustainable development l'agenda goals. And for that, européen. our day-to-day job is Et to donc, notre reinforce travail au public quotidien est de policies renforcer les politiques around the world. publiques dans le This monde, very large au niveau local, scope of national, countries. We are régional, active international. in Donc, nous more avons tout than un ensemble de 100 pays avec countries lesquels nous around the travaillons, world. plus d'une centaine de pays We dans le tend monde. to favor as Et much ce as que nous possible favorisons autant que a Team possible, Europe c'est approach. We are une équipe really Europe. C'est convinced notre approche. Nous that sommes convaincus first of all, Team Europe que, tout is key d'abord, Team in Europe order est clé, to turn donc afin the de European pouvoir objectives into action. transformer les And we objectifs are also européens en convinced that action, et nous when sommes we convaincus pool que expertise from lorsque on our rassemble 27 des different member expertises states, venant des 27 when États we membres include the expertise of et our technical lorsqu'on regroupe cooperation notre agencies, we're all expertise part technique des of a agences, group nous faisons tous of partie d'un agencies. The groupe practitioners network d'agences, and House d'un has réseau, joined us very et nous avons été recently. rejoints récemment We are convinced that par within this d'autres. power Et nous sommes and convaincus this amount que ce of pouvoir expertise, et we ce are stronger. nombre So that's particularly the case d'expertise nous rend plus forts. C'est tout à fait le cas, for en digital. We have particulier a pour number le numérique. of Nous avons projects beaucoup de ongoing with projets qui House sont en in cours avec Botswana, House. where Au Botswana, par we are working exemple, together on nous digitalization travaillons using ensemble sur la comprehensive digitalisation, et nous avons fait cybersecurity assessment, and we une already have évaluation hackathon this issue with cybernétique House. très We complète. also Nous cooperate with avons Central Asia. coopéré avec We'll l'Asie probably come centrale back également. Nous to this reviendrons part. probablement à ce sujet And we plus have a tard. growing Et nous activity avons des in activités the field of croissantes dans le cybersecurity. domaine de la Maybe cybersécurité. just to go a little bit Peut-être deeper in pour this aller issue, plus loin sur ce sujet, my view, in short, à mon is that avis, alors en bref, we need to ma vision est que nous avons focus besoin de to nous shift a bit the focus concentrer from et de changer cybersecurity un petit to peu de la what we call cybersécurité, cyber resilience, because passer à we la tend to think that cyber-résilience, parce qu'on a cybersecurity tendance is à penser que la kind of cybersécurité IT est threat. We une know menace informatique, the et foreign nous savons interference, qu'il y a des the risk of interférences manipulation of étrangères, le risque de information, and manipulation de all those risks. l'information. Nous connaissons tous ces risques, They tend to be seen as mais something ils ont within tendance the à être cyber vus world, comme but that's quelque chose dans le actually monde a very cybernétique. Mais human vraiment, issue. c'est un Actually, most problème of the threats humain en come réalité. La from the plupart des human menaces factor. viennent So we du need facteur capacity humain. building. Donc il nous faut renforcer les capacités, il simulation exercises. We faut need des exercices de countries simulation. Nous avons besoin preparedness, de just as pays qui for soient climate prêts, change, de as préparer les for pays, any other global mais threat. So that's why comme toute we autre need to menace really mondiale. think Donc c'est on pour ça qu'il this faut vraiment concept of réfléchir cyber à ce resilience. concept de la cyber-résilience. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, qu'est-ce qui rend unique, comme Jérémy l'a dit, cette coopération européenne? J'ai compris que vous travaillez ensemble déjà sur le continent européen, mais chez Expertise France, on a parlé du Botswana, de l'Asie centrale également. Qu'est-ce qui est unique dans cette coopération dans le domaine de la cyber-résilience, mais également quel est le côté critique de notre participation dans ce domaine, comme entre la France, Expertise France, et House, par exemple? Alors, je ne sais pas, il faudrait vraiment pouvoir souligner ça autant que possible. Ce qui est important pour les organisations comme House, ici, et Expertise France, ce qui est bon pour nous, c'est que nous sommes des acteurs neutres, de confiance,
Et je pense que nous partageons également les mêmes valeurs, en fait. Donc, il y a voilà, cette construction de coopération. C'est ainsi que ça fonctionne et c'est vraiment quelque chose de naturel pour nous. Donc, c'est important. Et deuxièmement, si je réfléchis à ce que nous devons faire en Europe, comme Jérémy l'a dit, nous avons des stratégies, le Global Gateway par exemple, et des politiques en place. Il faut pouvoir transformer les politiques et passer aux activités opérationnelles. Il faut transformer cela en action. Donc, la coopération au niveau européen est nécessaire là-dedans et on ne peut pas faire cela seul. Donc, ce type de coopération apporte sa valeur, a toute sa valeur. Il faut pouvoir travailler de manière systématique au lieu d'avoir des projets plutôt ad hoc. Et ensuite, on voit que les bénéfices sont bien plus importants et ils ont une valeur. Oui, lorsqu'on marche, on travaille main dans la main sur des aspects complémentaires, lorsqu'on parle de cyber-résilience, mais également du réchauffement climatique, de la sécurité, de la transformation numérique et du renforcement des capacités, comme Jérémy Pellet vient de le dire. Jérémy Pellet, puisse vous poser une dernière question. J'aimerais vous demander, si possible, de partager des exemples concrets sur ce que fait Expertise France, je dirais au niveau mondial, les avancées en cyber-résilience, par exemple. Oui, alors peut-être que tout d'abord, j'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord avec Kirsty. Dans le monde, nous avons beaucoup de pays qui essayent de ne pas être dépendants d'un partenaire unique et on voit cela. Donc, avoir ces partenaires de confiance, ça, c'est vraiment essentiel et c'est le rôle que nous jouons. Donc, c'est en particulier vrai pour la cybersécurité. Nous avons plus d'une dizaine de projets qui sont en cours sur la cyber-résilience. Nous travaillons sur la cybersécurité au Kenya. Nous soutenons les autorités kenyennes pour être en conformité avec les normes, les standards. Nous travaillons ensemble avec House et avec nos amis de la Baltique en Asie centrale, où l'Europe sécurise des connexions satellites pour les 5 pays d'Asie centrale. Et autour de ce programme, autour de ce programme d'infrastructure, nous avons un consortium d'acteurs qui font la promotion du développement de cas d'usage concrets en utilisant la cyber-résilience des nations. Et nous voyons vraiment la valeur ajoutée à avoir l'expérience de House, avoir des institutions également à nos côtés et leur expérience avec le modèle finlandais de l'administration publique, l'expérience également de nos amis baltiques en termes de cyber-résistance et défense numérique. Et ensemble, avec tout ce soutien, nous pouvons montrer ce que l'Europe peut apporter en termes de services pour d'autres pays, d'autres partenaires. Donc voilà la pleine valeur ajoutée de cette coopération européenne. Merci beaucoup. Merci Jérémy Pellet, directeur général d'Expertise France. Merci. Effectivement, nous allons entendre parler de cette approche transnationale, internationale et cette approche européenne pour s'atteler aux problèmes, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, la différence entre la cybersécurité et la cyber-résilience qui est plus large, certainement, que la cybersécurité. Christy Vakvainen, j'aimerais vous serrer la main et je vais vous dire Kitos. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est l'heure maintenant pour notre premier panel cybersécurité des infrastructures critiques. Installez-vous confortablement pour notre premier Big Picture. Alors, je vais accueillir mon prochain invité
qui vont s'installer confortablement sur ce canapé. Merci infiniment. N'hésitez pas à nous poser vos questions, vos remarques. Nous y répondrons. Et Maxime Lebrun, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous travaillez au Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, Hybrid COE, qui est basé ici à Helsinki, en Finlande. Vous dirigez un programme de formation de base, CORE, Comprehensive Resilient Ecosystem. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Marie Chenoux, vous nous rejoignez en direct depuis Bogota, où le soleil brille, en Colombie, où vous travaillez en tant qu'expert en gouvernance et cybersécurité chez Expertise France, où vous menez des dialogues politiques au sein de l'Alliance numérique UE Amérique latine Caraïbes. Donc EU, je crois. Merci Jean-Marie de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et Anssi Kerkeinen, j'espère que je prononce bien votre nom et prénom. Vous êtes directeur général adjoint du chef du Centre national de cybersécurité NCFFI à Traficom, l'agence finlandaise des transports et des communications. Vous dirigez les efforts de la Finlande pour renforcer la cyber-résilience nationale en supervisant la mise en œuvre de la loi européenne sur la cyber-résilience. Alors, vous êtes donc Valenius, vous êtes Jaakko Valenius, merci. Vous êtes vice-président chargé de la résilience et de la défense chez Elisa Corporation, le plus grand opérateur de télécommunications en Finlande. 30 ans d'expérience en cybersécurité et infrastructures critiques, protection, Kritos. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Puis-je commencer avec vous, Maxime Lebrun? Vous travaillez au Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides. Alors, quels sont donc les principaux défis auxquels sont confrontées les démocraties européennes pour contrer les stratégies qui visent à éroder la confiance du public dans les institutions? Merci Gallagher. C'est une question large, donc c'est un peu compliqué d'y répondre, mais j'ai 3 éléments principaux qui peuvent donner forme à l'environnement de menaces dont on parle. Beaucoup d'États sont devenus de plus en plus brutaux et moins inhibés en termes de violence dans la manière dont ils s'engagent dans la concurrence stratégique. Donc on voit que les règles du bon comportement international a changé et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par exemple, l'interdépendance économique est utilisée comme arme, la désinformation ou mésinformation est de plus en plus violente, brutale et crée plus de dommages. Vous avez utilisé le mot violence, pas physique, n'est-ce pas? C'est de la violence numérique, oui, numérique. Par exemple, beaucoup de mésinformations, un discours de haine, et des stéréotypes au niveau des minorités. Donc, c'est une violence qui est sous-jacente à des valeurs clés et qui sont des éléments clés de nos sociétés. Donc, le premier point que je voulais mentionner, il faut considérer que tout est possible aujourd'hui, puisqu'il y a moins de règles et que les règles internationales sont endommagées par beaucoup d'États. Et c'est voilà, une hypothèse raisonnable dont nous allons parler. Oui, nous allons devoir trouver de nouvelles manières de nous adapter à la réalité que vous décrivez, et c'est vraiment un grand défi. Jean-Marie Chenoux, en direct de Bogota, en Colombie. Je souhaitais vous poser une question sur l'harmonisation des stratégies de cyber-résilience. Vous êtes dans un nouvel environnement, ce n'est pas simplement européen, on voit ça partout sur la planète. Comment essayez-vous ou quel défi à relever pour harmoniser les stratégies de cyber-résilience entre les régions dont les contextes varient? Dans les Caraïbes, par exemple, là où vous travaillez, il y a des contextes juridiques, réglementaires qui diffèrent. Alors, tout d'abord, il y a un engagement politique dans la région, en Amérique latine, la Caraïbe et l'Union européenne,
pour avoir plus de coopération et avoir plus de cyber-résilience. Donc, il y a la Digital Alliance avec l'Union européenne, les Caraïbes et Expertise France qui mène l'élément du dialogue politique pour cette alliance. Donc, nous créons un cadre avec un accord avec des chefs d'État dans les régions. Donc, il y a un engagement fort. Ça, c'est l'aspect positif. Et le défi que vous avez mentionné, vous avez parlé de la diversité de la région. Et ça, c'est notre défi principal. La diversité structurelle dans la région et entre les régions et l'Union européenne. Donc, lorsqu'on essaye d'harmoniser les choses, eh bien, on travaille avec des cadres très institutionnalisés avec l'Union européenne et peut-être plus de diversité en termes d'écosystèmes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous travaillons avec le Chili. Chili est une nouvelle agence de cybersécurité qui est vraiment à la pointe de l'art. Et nous travaillons avec d'autres pays qui créent leur toute première architecture pour la cybersécurité. Donc, ils décrivent leur première stratégie cybersécurité. Donc, comment faire face à cette diversité? Et l'idée est de ne pas exporter un modèle européen qui ne sera peut-être pas adapté à des pays spécifiques, mais plutôt avoir une coopération qui soit plus pratico-pratique en travaillant sur les similarités et pour approcher la cyber-résilience. Oui, tout à fait. Nous avons discuté de cela avec Maxime Lebrun. On a l'impression que c'est clé. On ne peut pas prendre un modèle européen et de le copier dans une autre zone géographique. Ça ne fonctionne pas. Donc, merci Jean-Marie. Je reviendrai vers vous après. Prenons quelques secondes pour parler de ceux qui nous regardent, de Tunisie et de l'Équateur. Et bonjour à Menel Ricardo qui vient d'Angola, qui est là d'Angola. Bonjour à Menel Ricardo. Ansi Kerkenen, directeur général adjoint du chef du Centre national de cybersécurité à Traficom, l'agence finlandaise des transports et des communications. Comment priorisez-vous les investissements et allouez-vous les ressources pour vous faire face à ces défis lorsque les ressources sont limitées et dans votre cas, lorsque vous avez des menaces dans différents secteurs comme l'aviation, les transports, les infrastructures critiques, comment déterminez-vous ce qui doit venir en premier? Les avions, les voitures, les infrastructures? Merci beaucoup. Alors, oui, c'est une question très importante, effectivement. Comme vous l'avez dit, les ressources ne sont pas toujours au plus haut niveau. Donc, la première chose, c'est d'avoir une approche pour évaluer les risques, le paysage de risques, et de voir quel domaine de l'infrastructure sera le plus impacté ou le plus vulnérable. Mais bien sûr, je pense que la collaboration entre les gouvernements et les secteurs privés est importante parce que 90% des infrastructures critiques finlandaises appartiennent au privé. Donc, il faut avoir une bonne coopération entre les gouvernements et le secteur privé est d'importance cruciale. Bien entendu, il faut discuter et décider ensemble pour savoir qu'est-ce qui est important dans le système, qu'est-ce qui est essentiel, et pour voir ce qui bénéficiera au niveau des investissements, ce qui sera important, quel sera l'impact le plus important. Également, souvent, il s'agit de ne pas avoir quelque chose de très sophistiqué, mais avoir un bon niveau de maturité. Donc, faire des choses basiques tout d'abord, en premier. Oui, c'est important en termes d'expérience. Vous avez parlé des partenariats publics-privés. Je sais que c'est un sujet très important pour vous. Yann Kovalenius, qui travaillait à l'ISA, la coopération sur les partenariats publics-privés. Lorsque vous avez préparé pour cette émission, vous avez insisté sur un mot qui est un pilier clé dans votre philosophie opérationnelle, la confiance. Comment créez-vous cette confiance, comme Annecy vient de le dire, entre le secteur public-privé? Merci pour cette question.
Alors, oui, la confiance est un facteur essentiel et surtout dans le contexte actuel où la situation de la sécurité évolue et nous faisons face à différents types de menaces. Donc, une autre chose que nous avons pris en considération et notre expérience en Finlande est que même si on a une législation assez rigide, il faut avoir une manière de pouvoir la mettre en œuvre. Si on ne le fait pas, au moins l'avoir sur papier. Et la mettre en œuvre va de main avec une coopération, des intérêts partagés et la confiance. La confiance, on peut l'interpréter comme une compréhension mutuelle. Ce n'est pas que quelqu'un triche ou pas. Il s'agit d'une compréhension mutuelle, de pouvoir partager des informations, partager des connaissances et partager des idées ainsi que des expériences. Et nous pouvons promouvoir des idées, on peut discuter et ne pas toujours être d'accord parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des approches semblables par rapport avec l'organisation, les gouvernements. Souvent, nous coopérons, nous avons été capables d'arriver à des conclusions pour remplir les besoins actuels. Et ensuite, il nous faut des outils, il nous faut des manières de communiquer, il faut avoir des moyens pour maintenir la confiance également. C'est une question culturelle aussi. Alors, je peux insister sur le fait qu'ici, vous représentez le public et le privé, les deux secteurs, et vous travaillez main dans la main. Donc, merci beaucoup pour d'avoir insisté là-dessus, Jaco. Maxime, je me tourne vers vous. Je sais qu'un des sujets sur lesquels vous travaillez est à Helsinki, en Finlande, où vous êtes basé. C'est un pays qui travaille avec l'OTAN et je sais que vous regardez la coordination entre l'Union européenne et l'OTAN. Comment peut-elle être améliorée? Peut-être pouvez-vous partager des pistes que vous suivez et comment cela peut progresser, comment cela peut être réalisé pour améliorer la coordination entre ces deux entités, surtout sur la cyber-résilience. Oui, tout à fait. Alors, l'élément principal pour contrer ces menaces, c'est d'être de plus en plus efficace et de s'assurer que l'OTAN et l'UE coopèrent plus avant. Eh bien, par exemple, si l'on parle des sabotages dans le domaine physique, les cybersabotages et les cyberattaques, eh bien, il y a vraiment un besoin d'allouer des ressources pour l'investigation, pour comprendre qui a fait quoi. C'est l'attribution. Oui, c'est même plus que ça. Il s'agit de détection, c'est-à-dire avoir autant d'informations et connaissances que ceux qui ont perpétré les crimes. Donc, comment est-ce que vous assurez les coûts? Est-ce que ça les augmente? Oui, mais c'est dans le domaine, et pas seulement de cybermenaces, mais il y a des coupes de câbles de communication sous la mer Baltique. Voilà. Donc, il faut avoir la connaissance que les collègues avaient peut-être traîné l'encre trop profondément et que cela a des conséquences. C'est la déterrence par le punissement. Et donc, ça, c'est vraiment très proche de crime. C'est très dissuasif, en fait, voilà, si on informe avant. Donc, si on a l'information. Alors, au niveau collectif, l'OTAN et l'UE doivent s'améliorer pour les enquêtes sur ces pratiques. Et je crois qu'un des défis, et corrigez-moi si j'ai tort, il s'agit de mettre en œuvre cela afin d'augmenter les coûts. Mais l'autre impératif, il faut demeurer au sein d'un cadre juridique, ce qui est parfois difficile parce que vous travaillez avec des personnes qui opèrent en dehors de ce cadre juridique. Donc, comment recommander la gestion de cette asymétrie entre ce que nous devons faire, ce qu'ils font ailleurs, les concurrences, les ennemis, si vous les nommez ainsi, dans la façon dont ils opèrent? Il y aura toujours une dissymétrie ou asymétrie entre nous et nos adversaires. Je crois qu'une des questions clés, et ça, c'est vraiment spécifique à l'UE, il s'agit d'harmonisation. Par exemple, la directive NIS, le CRA, tous ces types de législation qui visent à rendre nos marchés plus résilients, plus protégés.
de ces attaques, et ça, c'est la clé pour échanger les bonnes pratiques et voir comment nous pouvons parler la même langue, avoir les mêmes standards de sécurité et rendre l'UE plus résiliente de manière collective. Harmonisation, maintenant nous allons changer de continent, passons à la Colombie pour vous demander, Jean-Marie Chenou, expert cybersécurité chez Expertise France, comment diriez-vous ou parleriez-vous des initiatives sur lesquelles vous travaillez avec l'Union européenne, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Alliance créée pour améliorer la protection des démocraties contre les cybermenaces internationales? Alors, je crois qu'un des enjeux majeurs, c'est la protection des infrastructures critiques. Si une population peut faire confiance et croit qu'elle peut avoir accès à des services essentiels grâce à des moyens numériques, eh bien, ils seront plus enclins par rapport à la protection de leur démocratie. Nous ne travaillons pas directement sur des informations ou sur cette information ou en réponse aux cybermenaces directement, mais plutôt sur le cadre, sur l'identification de ce que représentent ces infrastructures critiques, quels sont les services pour les populations d'un pays spécifique ou dans une sous-région. Nous avons fait cela en Amérique centrale, par exemple. Nous aidons des pays en Amérique centrale à définir ce que sont les infrastructures critiques et les services centraux et comment les protéger. Et ça, je pense que c'est vraiment l'une des manières principales grâce auxquelles nous pouvons établir une coopération forte et une confiance au niveau birégional et peut-être renforcer l'idée que l'Alliance digitale n'est pas simplement un projet de coopération, mais plutôt une alliance au sein du contexte de la transformation numérique pour promouvoir des valeurs partagées et en particulier la transformation digitale qui se concentre sur les personnes, les utilisateurs, les individus et pas seulement des entreprises et des intérêts de l'État. Donc ça a déjà été mentionné lorsque de la déclaration de l'Alliance digitale en 2023 et nous essayons de rendre cela réel en établissant un cadre pour la coopération et peut-être nous concentrer sur les infrastructures critiques dans les services essentiels. Et la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on veut protéger nos démocraties, nous avons besoin d'accès à des services centraux comme l'eau, comme l'énergie, mais aussi l'information, la finance, afin de faire confiance à nos gouvernements et savoir qu'ils protègent nos populations. Merci beaucoup, Jean-Marie Chenou. Absolument, c'est fascinant. On va revenir à Helsinki, en Finlande, avec vous, Annecy. Parlons de la mise en œuvre de la cyber-résilience de l'Union européenne. Que diriez-vous sont les défis clés pour s'assurer la conformité et encourager la résilience entre les entités publiques et privées? Vous êtes à la tête du Centre national de cybersécurité Traficom, l'agence finlandaise de transport des communications. Oui, bien entendu. Comme nous le savons tous et toutes, on ne parle pas des compagnies de petite et moyenne taille, mais les ressources ne sont pas aussi élevées si on compare cela aux très grandes entreprises. Mais c'est toujours un défi lorsqu'on a de nouvelles réglementations, de nouvelles normes. Eh bien, il faut savoir si on a les ressources pour pouvoir mettre en œuvre cela. Et voilà, c'est un défi universel. Hein, ce n'est pas simplement ici en Finlande. Bien entendu, souvent, et il s'agit d'une compréhension, d'un problème de compréhension, savoir si les personnes comprennent bien les choses et s'ils sont au courant de ces lois. Donc, ça peut être un défi pour eux. Ce que nous faisons et notre approche nationale, dans tous les cas, c'est que nous essayons de faire des choses plutôt avant, en anticipation plutôt qu'en réaction. Oui, tout à fait. Ce que nous faisons donc, et ce que nous avons déjà fait, par exemple avec ANS2,
Nous avons essayé de donner des lignes directrices et des informations pratiques sur la mise en œuvre. Peut-être sur un petit mot sur NIS2 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être un mot là-dessus. Alors, il s'agit d'une réglementation européenne sur la cybersécurité, la sécurité qui a été mise à jour il y a quelques années, je pense, et je crois que la plupart des pays européens maintenant ont déjà accepté les lois nationales à ce sujet. Mais il y a d'autres demandes au niveau des fournisseurs de services. Alors, Jaakko Valenius, vous travaillez pour l'opérateur télécommunications de Finlande le plus important. Alors, comment assurer la résilience des infrastructures comme celle dont vous êtes responsable et que vous déventez Elisa? Alors, peut-être que le plus grand défi est le changement en termes de sécurité au niveau de l'environnement. Parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a plus de risques sur les acteurs étatiques. Et donc, il pourrait y avoir des objectifs plus agressifs, pas seulement des vols d'informations. Et je pense que le changement principal, en plus de cela, naturellement, il y a des développements de technologie. Et ça ajoute à la complexité, il y a la chaîne d'approvisionnement qui est très complexe. Donc la complexité est vraiment un autre point d'importance. Et le troisième, des investissements nécessaires. Les investissements sont quelque chose qu'il faut allouer en se basant sur une évaluation. Quelle sera la meilleure utilisation? Est-ce qu'on a plus de besoins, peut-être? Alors, puisque vous parlez d'investissement, une question rapide que je voulais vous poser, c'est certainement l'un des investissements les plus importants, c'est la formation. Pour Elisa Corporation, que vous défendez, j'ai l'impression qu'il faut développer une culture de sensibilisation au numérique, mais pour tout le monde, ceux de l'accueil jusqu'au PDG. Oui, la formation est essentielle. Le savoir, les connaissances à différents niveaux et dans tous les domaines, c'est vraiment la base, la fondation. Et donc, si on parle de cyber-résilience, il s'agit de gestion des risques, de gestion en général. C'est vraiment un sujet très large. L'un des autres points que je voulais souligner, c'est que l'investissement n'est pas nécessaire en termes d'argent, toujours, mais il s'agit de processus, coopération et, comme vous l'avez dit, formation. Merci beaucoup. Maxime Lebrun, très rapidement, je voulais vous poser une question. Je sais que c'est un de vos sujets de prédilection. Si vous pouvez nous parler de la guerre cognitive, je crois que la question évidente lorsqu'on parle de guerre cognitive, ce qui doit être réalisé pour protéger nos espaces d'information de l'influence de régimes autoritaires qui utilisent des moyens hybrides pour polluer, pour attaquer notre espace. Oui, alors pour cette type d'attaque, il s'agit vraiment de redonner forme à la manière dont on procède. On fait un processus de l'information. Et le plus important, c'est la dimension individuelle. Comment nous analysons les informations au niveau individuel, comment nous voyons les choses. Et la question clé est la réglementation de l'espace d'information, qui est vraiment une pente glissante et dangereuse. Oui, il y a tout à fait, il faut faire attention à la censure. Il y a des exemples. Cela devient de plus en plus dangereux comme terrain pour le bien-être et pour le discours civil. Comment discutons-nous les uns les autres? Comment formons-nous nos opinions? Comment on leur donne forme avec ce que l'on entend? Et ça, c'est critique. Anssi Kerkäinen, peut-être une dernière question pour vous. Quel rôle joue la Finlande à donner forme à l'Union européenne ou les politiques cyber sur ces sujets à la fois de cybersécurité, mais également cyber-résilience? Alors, je pense que notre approche est assez pragmatique. Lorsqu'on développe de nouvelles réglementations,
Eh bien, comme je l'ai déjà mentionné, on coopère avec le secteur privé énormément. Donc, ce qui est central et pragmatique, je pense toujours que la législation, je réfléchis à comment elle est mise en œuvre. Ça, c'est essentiel. Et il faut qu'une situation gagnant-gagnant pour le privé et le secteur privé et le secteur public. Et il faut que ce soit gagnant-gagnant, au moins pour l'un des acteurs. Ça, c'est vraiment important. Être pragmatique. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est le temps qui nous est imparti. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Merci pour ces conversations inspirantes. Maxime Lebrun du Centre européen d'excellence pour contrer les menaces cybernétiques hybrides, gouvernance, sécurité, expert chez Expertise France. Donc, Jean-Marie Chenoux de Bogota, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ansi Kerkeinen, je suis désolée, je prononce probablement mal votre nom et vous êtes d'une politesse infinie. Vous êtes directeur adjoint du centre Traficom, le centre de l'agence de communication Kitos. Et vous, Jaco Valenius, vous êtes le vice-président pour la résilience et la défense chez Elisa Corporation, l'opérateur le plus important de télécommunications en Finlande. Merci. Le temps est arrivé de passer à notre prochaine rubrique, Fresh Look. Fresh Look. Et une nouvelle perspective avec vous, Laurent Richard. Vous êtes fondateur et PDG de Forbidden Stories, une organisation novatrice qui se consacre à la protection et la poursuite du travail des journalistes menacés, emprisonnés ou bien même assassinés. Donc, Forbidden Stories est un réseau qui s'assure que toute histoire soit racontée. Vous parlez de corruption, droits des hommes, menaces à la démocratie, garantissant ainsi que la vérité parvienne au public. Vous êtes journaliste d'investigation vous-même, Laurent, et vous avez travaillé avec des médias internationaux majeurs. Merci beaucoup d'être avec nous, avec vous. Comment vous portez-vous? Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de me joindre à la conversation. Alors, commençons par mission et impact. Une première question basique, comment avez-vous trouvé cette idée ou le concept de Forbidden Stories? Et peut-être pouvez-vous partager ou nous donner un exemple concret ou spécifique de où votre organisation a conduit à un changement tangible ou à la justice? Oui, alors l'idée de Forbidden Stories est assez simple. Lorsqu'un journaliste est tué, on doit poursuivre le travail de journaliste qui a été tué, emprisonné ou menacé avec deux objectifs. Le premier est de nous assurer que les personnes aient accès aux histoires, aient accès à l'information et qu'on n'y ait pas un silence. Ensuite, il faut envoyer un signal aux ennemis de la presse libre que de tuer un journaliste ne tuera pas l'histoire. Donc ça, c'est notre mission, c'est ce que nous appelons le journalisme avec Forbidden Stories. Nous avons des reporters, des newsrooms et nous avons 100 newsrooms, plus de 300 journalistes du Washington Post aux États-Unis, Le Monde en France, au Royaume-Uni et bien d'autres par le monde. Le concept est le suivant. Nous rassemblons nos ressources pour nous assurer que nous sommes plus forts ensemble. Nous faisons du journalisme collaboratif parce que la collaboration veut dire collaboration, protection, impact. Alors, je suis enquêteur, je suis un reporter d'investigation et j'enquête depuis 25 ans. Et à un point, après le reportage dans beaucoup de pays où la liberté n'était pas une réalité, des amis à moi ont été arrêtés, eh bien, le voisin de la compagnie dans laquelle je travaillais à Paris, chez Première Ligne, nos voisins étaient l'équipe Charlie Hebdo. Donc, en janvier 2004, moi, je suis arrivée quelques minutes après l'attaque terroriste dans leur bâtiment. Et j'ai vu mes voisins et des personnes
qui faisaient le même travail que moi et ils avaient été tués. Donc, nous avons fait tout ce que nous avons pu afin d'aider les survivants. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour poursuivre le travail de ceux qui avaient été tués et de donner vie à leurs histoires, de les garder en vie. Et voilà, il s'agit de journalisme collaboratif. Aucun sens de tuer un journaliste si 50 autres sont prêts à poursuivre le travail. Quand vous avez préparé pour cette émission, Laurent, j'ai parlé avec votre collègue Emma et j'ai honte de dire que je ne connaissais pas cette initiative que vous avez créée et qui me semble essentielle. Elle s'appelle SafeBox. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que représente SafeBox, comment on y accède et pourquoi c'est si essentiel et important. Oui, absolument. Alors en fait, SafeBox est une sorte de coffre virtuel sécurisé et il s'agit que les personnes dans le monde puissent placer toutes leurs enquêtes dans ce coffre sécurisé. Et s'ils venaient à être tués, arrêtés, emprisonnés, s'ils disparaissaient, eh bien, nous pourrions poursuivre leur travail et nous nous assurions que nous amplifierions, nous donnerions une résonance à leurs histoires. Et ce qui est important ici, pas seulement de poursuivre le travail, mais pour que les journalistes sous menace fassent savoir à leurs adversaires, ceux qui les menacent, leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls et que leur histoire sera soutenue quelque part avec un consortium de journalistes internationaux. Et donc, nous avons plus de 230 journalistes par le monde qui utilisent ce service SafeBox. Et pour revenir à votre première question, la plupart des questions, des sujets, alors il s'agit de corruption, blanchiment d'argent, tous ces sujets sont d'importance pour plein de personnes, mais beaucoup de journalistes essayent d'enquêter sur des mines. Donc, un journaliste a aussi été tué à Malte en 2017. Nous avons poursuivi son travail. Donc, il y a des histoires dangereuses. Et pour s'atteler à ces crimes mondiaux, il faut une équipe mondiale et une réponse mondiale. Alors, c'est une histoire très mondiale, effectivement. Donc, vous avez été nommé, vous avez gagné un prix. Peut-être qu'on peut revenir à cela. Vous avez gagné un Emmy du meilleur documentaire d'investigation en 2024. Je crois que c'est Pegasus, son nom. Il s'agit d'un espion israélien, Pegasus. Et peut-être que vous pourriez décrire ce qu'est ce documentaire pour nous. Alors, Pegasus, le nom d'un espion et donc, c'est vraiment le spyware le plus agressif que nous connaissons. Et donc, nous avons reçu 150 numéros de téléphone de personnes qui avaient été visées avec ce système d'écoute, ce spyware, ce logiciel espion. Donc, il y a Emmanuel Macron et la plupart des ministères et de personnalités du gouvernement. Marc Khashoggi a été visé, tout le monde a été visé. Son mari a été tué à l'extérieur du consulat. Et donc, nous avons décidé d'avoir des journalistes dans le monde qui puissent enquêter sur ce logiciel espion, analyser les appels téléphoniques. On a trouvé beaucoup de preuves de l'infection. Et il y a beaucoup de compagnies qui avaient des problèmes au niveau de l'attention publique. Mais jusqu'à présent, en fait, la réglementation qu'on voit sur ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas, ça ne fonctionne pas vraiment. Et la surveillance des journalistes également. Donc, j'aimerais vous poser une question. Nous avons parlé beaucoup du niveau transnational, des menaces. Quelle est la difficulté chez Forbidden Stories de coordonner avec votre action avec les journalistes et les médias, votre travail sur les histoires? Comment faites-vous et quels sont les défis auxquels vous faire face? Comment surmonter ces défis? Oui, bien entendu, il y a beaucoup de défis, c'est très compliqué. Les journalistes ont
sont des loups solitaires, hein, ce sont des reporters loups solitaires. Et donc, nous essayons de faire l'opposé. Nous partageons nos informations, nous travaillons avec la concurrence donc pour être plus forts. Et le fait est que ce n'est pas simplement difficile de travailler ensemble, mais c'est une nécessité, c'est un besoin. On n'a pas le choix. Les journalistes sont les ennemis du peuple, d'après Donald Trump et beaucoup d'autres de leaders autocratiques dans le monde ailleurs. Alors, nous sommes devenus la cible. Et puisque nous sommes devenus la cible, et à cause des fake news qui se répandent partout sur la planète, pour nos communautés, il faut être robuste, solide. Et pour devenir plus robuste, il faut travailler ensemble. Ce n'est pas simple, bien entendu. Il s'agit de convaincre des newsrooms de changer la manière dont elles opèrent, mais sur des enquêtes très complexes. Lorsqu'il y a eu des meurtres, parce que des personnes ont essayé de révéler un message, il faut faire équipe. Il nous reste quelques secondes. Je ne peux pas ne pas vous demander quelles sont les prochaines étapes pour Forbidden Stories en termes de la bataille pour la liberté journalistique. Alors, je pense que les prochaines étapes sont de transformer nos organisations avec des mécanismes mondiaux. Je pense que le journalisme coopératif est le seul futur du journalisme. L'intelligence collective venant de la société civile, dont les journalistes devra se battre contre la mésinformation, la désinformation que nous voyons et dont nous souffrons. Laurent Richard, fondateur et PDG de Forbidden Story, merci beaucoup. Merci pour le temps accordé. Et donc, n'hésitez pas à regarder forbiddenstories.org. Maintenant, construire des sociétés cyber-résilientes. Installez-vous confortablement pour notre deuxième Big Picture. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions ou remarques afin que nous puissions les partager avec nos invités que je vais maintenant accueillir. Je commence avec vous, Marcus Holmgren. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes chercheur à l'Institut finlandais des affaires internationales où vous êtes spécialisé parmi d'autres choses, en géoéconomie, résilience numérique et géopolitique de la technologie. Kiitos, Marcus. Alors, ensuite, Christelle Amélie Emre, vous êtes conseillère en politique numérique et cybernétique au ministère estonien des Affaires étrangères. Vous êtes venue ici en Finlande. Merci beaucoup. Vous avez contribué à la promotion de la cyber-résilience et de son modèle estonien, un des modèles les plus avancés d'Europe. Merci. Et vous, Marianne Lindroth, vous êtes experte en cybersécurité et chef de projet pour l'initiative Cyber Citizen à l'université Aalto, ici en Finlande. Vous avez une grande expérience dans le domaine du conseil en cybersécurité et vous avez contribué à la recherche sur l'éducation et les projets en Europe. Et vous, alors, Denis Boyer. Au risque cyber au sein du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Vous êtes en direct avec nous depuis la France. Vous œuvrez à cybermalveillance.gouv.fr depuis 2022 à l'animation et au développement de la sensibilisation des publics aux cybermenaces. Merci Denis, et j'aimerais qu'on commence d'ailleurs avec vous. Vous vous occupez du grand public. Et en préparant cette émission, vous m'avez expliqué que ce spectre de la population auparavant n'était pas couvert. Et en cela, vous remplissez, je crois, une véritable mission de service public. Pourquoi est-ce que c'est si important pour cybermalveillance.gouv.fr, cybermalveillance.gouv.fr, pardon, de s'occuper de cette partie-là, j'allais dire de la population? Alors, merci beaucoup pour cette question, Gallagher. Il faut savoir que l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est vraiment le régulateur, c'est vraiment le gendarme. Et nous avons été créés il y a 8 ans pour nous occuper des autres publics. L'ANSSI travaillant essentiellement pour tout ce qui est gouvernement, grande société, grande collectivité, et en dessous, au niveau du public, il n'y avait pas grand-chose. Donc nous avons été créés en complément, nous avons toujours cette mission de service public, et effectivement, la sensibilisation, l'acculturation à l'informatique et à Internet est juste essentielle, car derrière chacun des professionnels, il y a des particuliers. Donc nous avons été créés pour cela, pour la sensibilisation, la prévention, ainsi que l'assistance des publics.
Merci, Denis. Marcus, are you guys hearing the translation fine? Perfect. Yes. Thank you. Marcus, You're a research maintenant, fellow at the Finnish Institute of vous International êtes chercheur Affairs. à l'Institut finlandais des affaires internationales. Je voulais vous parler de la résilience de l'ensemble de la société. Denis vient de dire qu'il est important de parler à tout le monde de la cyber-résilience. Que diriez-vous qui est la meilleure stratégie pour l'engagement des citoyens, des entreprises, dans un effort coordonné pour contrer les menaces hybrides, entreprises, gouvernements, etc. Alors, je pense, c'est une question difficile en un sens parce que il faut répartir les responsabilités. Il y a deux manières de s'atteler à la résilience, le gouvernement d'une part et la résilience de la société d'autre part. Alors, il y a une approche pour la société qu'il s'agit de donner la responsabilité au niveau local, aux institutions, autant que possible, afin qu'ils puissent développer leur propre concept de résistance, de résilience et de gestion de crise. Voilà, qui sont utiles en temps de crise. Christelle, Amélie, Emre, conseillère en politique numérique et cybernétique au ministère estonien des Affaires étrangères. À propos du modèle estonien, je crois que c'est un modèle proéminent en Europe à cause des attaques énormes auxquelles vous avons fait face en 2007, je crois, la grande cyberattaque de 2007. Oui, absolument. Alors, voilà, pouvez-vous nous parler de votre expérience? Oui, alors, belle question, je vais essayer d'être brève. En effet, l'Estonie a fait face à une cyberattaque en 2007. Ça a été la première grosse cyberattaque sur un État souverain. C'était très important et cela a poussé l'Estonie à traiter la cybersécurité comme problème stratégique, pas seulement une question informatique. Et l'Estonie a commencé à traiter cela comme faisant partie de politique sécurité étrangère. Et donc, nous avons établi une stratégie cybersécurité. C'était l'une des premières dans le monde. Et nous avons mis en place une coordination au sein du gouvernement. Le deuxième aspect d'importance, c'est le partenariat public-privé dont nous avons déjà discuté lors du premier panel. Oui, avec Jacob. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit auparavant. C'est un pilier essentiel pour l'Estonie aussi, déjà en 2007, lorsque la cyberattaque a eu lieu. C'était à cause du secteur public-privé, la coopération. On a détecté l'attaque en quelques heures et pas quelques semaines ou mois. Et un autre aspect important, c'est la transparence. L'Estonie essaye d'être pleinement transparente. Chaque année, les systèmes d'information, les autorités des systèmes d'information publient un livret dans lequel tous les incidents, les situations du cyberespace sont décrits, sont présentés. Et aujourd'hui, alors ça, c'est la transparence du gouvernement vis-à-vis des citoyens. Oui, pour les citoyens et aussi pour l'international. C'est publié en anglais également. Donc, pour que vous le sachiez vraiment ce qui se passe, pour ne pas cacher ce qui a lieu. Et donc, ce livret s'attelle aussi à l'attribution. Vous avez parlé d'où ont lieu les attaques avec un certain niveau de certitude. Oui, ce que j'essaye de dire ici, c'est que, en fait, l'année dernière, le livret vient d'être publié. Il va être bientôt disponible en anglais et il englobera de nombreux aspects. J'aimerais souligner une des découvertes intéressantes. Il est évident qu'on peut dire que le cyberespace devient de plus en plus complexe, compliqué, de plus en plus fragile. Et donc, 2/3 des cyberincidents ayant un réel impact et qui ont eu lieu à cause de fraude et de phishing. Alors ça, c'est vraiment un gros problème. Et donc, un autre aspect clé à souligner ici, c'est la sensibilisation, éducation.
Et il faut poursuivre cela. C'est ce que nous avons fait depuis déjà un certain temps. Oui, augmenter la sensibilisation. Et c'est pour ça que j'aimerais poursuivre avec vous, Marianne Lindroth, expert en cybersécurité et chef de projet pour l'initiative Cyber Citizen à l'Université Aalto. Vous travaillez pour construire un modèle commun de compétences en matière de cybersécurité dans tous les États membres de l'UE. Quels sont les principaux défis à relever pour vous, pour garantir que tous les citoyens, quelle que soit leur origine, acquièrent les compétences nécessaires afin de naviguer dans un paysage de menaces numériques de plus en plus complexes, comme décrit à l'instant par l'autre oratrice. Alors, c'est une question vaste, mais je vais essayer de faire une réponse brève. En fait, le plus gros problème est certainement que les personnes n'ont pas une compréhension de la raison de l'importance. Et si on ne comprend pas pourquoi quelque chose est important, on n'est pas motivé. Et voilà pourquoi il y a un manque de temps également. Les personnes sont tellement pris dans leur vie, il y a tellement de choses qui se passent. S'éduquer à la cybersécurité n'est pas toujours une priorité. Donc voilà les problèmes auxquels nous faisons face lorsque nous essayons d'essayer les personnes avec ces sujets. Et ils ont des niveaux de départ très inégaux, en fait. Il y a une difficulté d'accès parfois aux informations. Et comment faire comprendre l'importance aux personnes de la raison pour laquelle ils devraient traiter cela ainsi? Vous avez parlé des impacts du phishing qui peuvent avoir des conséquences réelles. Oui, tout à fait. Il est important d'expliquer les choses, de ne pas dire qu'il s'agit simplement de termes techniques, mais que cela est tout à fait connecté à la vie réelle. Et qu'il n'y a pas un modèle qui s'adapte à tous. Tout le monde ne veut pas apprendre à partir de vidéos ou suivre des e-learning. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir tout un ensemble de méthodes pour que les personnes puissent apprendre. Et ils ont des limites de temps parfois, donc il faut qu'ils puissent avoir quelque chose d'adapté pour quelqu'un qui souhaite apprendre beaucoup, un support disponible à cela. Et peut-être que si quelqu'un veut juste des commentaires, il puisse avoir accès à quelque chose de court. Alors, la sensibilisation, effectivement. Denis Boyer, chargé de mission sensibilisation au risque cyber au sein du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Je sais que, Denis, vous insistez sur la nécessité d'une sensibilisation permanente afin d'ancrer notamment, c'est ce que vous m'expliquiez en préparant cette émission, ce que vous appelez une culture cyber dans des organisations, au sein de la population. Et vous participez notamment à une initiative qui s'appelle le mois cyber ou le cybermois, mais qui se déroule, là encore, à l'échelle européenne. Si vous pouvez nous en dire un mot, Denis. Eh bien, voilà, je rejoins tout à fait les propos de Marianne. Effectivement, la sensibilisation, c'est essentiel et ça doit être un peu coordonné. Pour pouvoir vraiment communiquer de manière massive, c'est bien d'avoir une initiative européenne. Eh bien, le Cybermois est là pour ça. Cela fait 13 ans que ça existe. Nous, pour cybermalveillance.gouv.fr, c'est la 3e année où nous communiquons très largement au mois d'octobre. Nous avons 2 éléments importants au mois d'octobre, Octobre Rose et le Cybermois. Et le Cybermois, c'est un moment pour parler à tout le monde, qu'on soit professionnel, que l'on soit un particulier, qu'on soit un agent public, de se sensibiliser. Et le but, pour que ce soit quelque chose qui soit amplifié et qui soit diffusé le plus largement possible, c'est de rendre chacun ambassadeur de la sensibilisation. Donc nous avons créé des visuels qui ont été partagés massivement et nous avons relayé tout cela via les réseaux sociaux avec des campagnes qui sont décalées et on revient sur les messages justement d'awareness, de sensibilisation dont parlait Marianne, des choses assez basiques. On va parler de quoi? On va parler de mots de passe suffisamment longs et complexes et uniques, on va parler de sauvegarde, on va parler de tout ce qui touche le commun en tant que particulier ou en tant que professionnel. Et cette campagne, les gens se sont massivement pris au jeu et ont relayé ces messages en partageant leurs expériences, en partageant ainsi que ces différents visuels, le but étant d'ancrer et de rendre chacun ambassadeur. Et forcément, si on pense ces messages, c'est qu'on en est convaincu soi-même. Merci Denis. Markus Holmgren, Research Fellow at the Finnish Institute of International Affairs. Markus Holmgren, chercheur à l'Institut finlandais des affaires internationales. Corrigez-moi si j'ai tort, mais les liens entre l'UE et les services
américain. Comment est-ce que vous convainquez les personnes que c'est une bonne idée, étant donné l'environnement actuel où des personnes pensent que c'est peut-être difficile d'articuler une relation avec différents besoins, la sécurité d'une part, la souveraineté de l'autre. Alors, étant donné l'actualité, c'est plus important que jamais. Il faut aller au-delà de la relation fournisseur-client et les Européens devraient vraiment chercher des transferts technologiques, apprendre à maintenir les systèmes que nous avons et pour la souveraineté dans ces domaines. C'est clé. Il faut pouvoir contrôler les systèmes sur lesquels nous nous fions. Donc les États et les agences doivent être capables de faire ce qu'elles doivent faire et la sécurité doit faire cela en tout temps, à tout moment, en termes de temps de crise, par exemple. C'est là où c'est le plus utile. Donc les situations les plus critiques, celles de la guerre notamment. Et c'est pour ça qu'on a développé ces capacités. Et il faut avoir ces gardiens des systèmes et garantir ces aspects et peut-être s'améliorer également. On ne sera peut-être pas parfait, mais il faut pouvoir au moins améliorer ce que nous avons. Alors, Christel Amélie Emre, je sais que vous, en Estonie, vous avez une approche pan-européenne, mais comment créez-vous la confiance entre les différents États membres qui n'ont pas forcément une envie de coopérer sur ces sujets, comme la cybersécurité, la cyberrésilience? Comment créez-vous la confiance parmi eux? Alors peut-être qu'ici, quelques idées. Tout d'abord, la coopération avec des organisations multilatérales, nos discussions avec l'OTAN pour améliorer la coopération. Là aussi, les Nations unies sont impliquées. Donc, c'est important d'aligner la perception et promouvoir des comportements responsables en cybersécurité. Il y a la recherche également qui est importante. Par exemple, à Tallinn, nous avons un centre d'excellence de coopération cyberdéfense avec l'OTAN et donc nous avons des formations à large échelle qui sont très importantes pour promouvoir la confiance. Il y a également, alors dans ce centre, il réalise des programmes de recherche conjoints sur la loi internationale qui joue un rôle essentiel dans ces cyberdiscussions. Et ensuite, le renforcement des capacités qui est très importante pour avoir la confiance entre des pays qui sont plus avancés numériquement et ceux qui sont moins avancés digitalement ou numériquement. Voilà quelques exemples. Alors, Marianne Lindroth, j'ai demandé à Marcus il y a quelques minutes l'articulation entre la sécurité et la souveraineté. J'aimerais vous demander deux autres choses qui ne sont pas faciles à lier lorsqu'on parle de résilience. Et alors, la santé et la protection des données. Vous avez souligné l'importance d'exercices pan-européens de cybersécurité dans le domaine de la santé. Alors, comment peuvent-ils se préparer pour faire face à ces menaces cyber? Alors, c'est la réalité du domaine de la santé, des hôpitaux. La cybersécurité est souvent vue comme un travail supplémentaire et ça, c'est un problème. Je pense que le changement clé serait l'intégration et pas additionner quelque chose. Donc, il faut s'exercer à créer de nouveaux processus, mais plutôt intégrer cela aux structures existantes. Donc, FONFEX, être prêt pour la réactivité en cas d'urgence, des protocoles. Ils ont cela en place pour la sécurité physique. Donc, peut-être que la sécurité pourrait être intégrée au sein de cela. Il y a également des collaborations européennes avec les utilisateurs des petits hôpitaux qui ont souvent un manque de ressources. Et ils pourraient peut-être collaborer avec d'autres hôpitaux, faire des exercices conjoints, partager les bonnes pratiques, parce que la fragmentation
en fait, met à mal nos forces. Et donc, tout devrait être partagé, mais c'est peut-être là que nous avons besoin de l'Union européenne ou de la collaboration de nation à nation pour avoir la structure afin de partager tout cela. Denis Boyer. Chargé de mission sensibilisation au risque cyber pour cybermalveillance.gouv.fr. En préparant cette émission, vous me parliez j'allais dire, donc des questions qui sont les plus fréquentes. Je voulais que vous les partagiez avec celles et ceux qui nous regardent, mais aussi que peut-être vous nous partagiez des pièges les plus fréquents que vous observez justement dans ces conversations que vous avez avec le grand public, et peut-être en profiter pour nous donner quelques chiffres sur les sollicitations dont vous faites l'objet. Je crois qu'elles sont assez nombreuses, et donc ces chiffres sont quand même très impressionnants. Alors, tout à fait. Comme nous sommes un petit dispositif composé de 20 personnes, nous avons tout mis en ligne. Donc, sur notre plateforme, nous avons eu plus de 5,1 millions de visiteurs uniques en 2025 et nous avons eu plus de 500 000 demandes d'assistance de l'ensemble des publics, qu'ils soient particuliers, professionnels, environ 28 000, ou des collectivités territoriales. Donc ça nous permet, avec ce côté massif, de pouvoir parler des différentes menaces et de dire celles qui impactent le plus les publics. Et la première d'entre elles, c'est Marianne qui en parlait, c'est le phishing. Le phishing, c'est la première des menaces tout public. Chez nous, on a tendance à l'appeler la mère des cybermalveillances, parce qu'on commence par un phishing, on renseigne en identifiant un mot de passe, et derrière, ça se transforme en piratage, voire plus, des rançons logicielles par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'état de la menace, de ce qui impacte le plus les publics. Maintenant, dans les exemples que l'on observe, c'est que derrière, se faire récupérer son identifiant et son mot de passe, en soi, c'est gênant, mais le public a souvent du mal à voir ce que ça peut impliquer. Eh bien, ça a des impacts dans la vie réelle, et notamment au niveau économique, car derrière, un piratage de compte, d'une messagerie par exemple, dans lequel on a tous l'habitude de garder nos mails et des informations qui sont importantes, eh bien, quand ça tombe dans les mains d'un cybermalveillant, c'est quelque chose qui a énormément de dégâts. Donc souvent, on en revient sur les basiques. Les basiques, c'est la protection de tout ce qui est compte important, donc de messagerie, de réseau social, où on doit activer par exemple la double authentification, qui n'est pas quelque chose de trivial et d'habituel pour l'ensemble des publics, surtout ceux qui sont un peu plus âgés ou les plus jeunes pour qui tout doit aller plus vite. Merci, Denis. Marcus, I think you advocate for a unified auditing Marcus, je and crois que vous faites un standardization plaidoyer pour process. préconiser un processus d'audit et de normalisation unifié au sein du marché unique européen. Et êtes-vous favorable à la création d'une agence européenne pour rassembler l'expérience et vous demandez aux États membres d'arrêter d'être en concurrence les uns avec les autres? Comment faites-vous, du coup, pour convaincre les personnes que c'est une bonne idée? Eh bien, heureusement, en tant que chercheur, ce n'est pas mon travail à moi. C'est la solution simple. Alors, ce serait probablement moins cher pour les États membres pour la concurrence intra-européenne. L'audit demande beaucoup d'expertise légale, juridique. Il y a tout un ensemble d'experts et les pays aujourd'hui créent des répliques qui ne sont pas essentielles. Il faudrait pouvoir tout rassembler pour rendre le système plus efficace et plus abordable pour les États membres, apporter une valeur ajoutée également pour ceux qui veulent se joindre et que le marché unique soit plus juste pour les intrants. Parce que pour les compagnies qui viennent d'en dehors de l'Union européenne et ils vont choisir ce qui va être le plus simple pour eux. Donc, pour une personne qui vient de l'intérieur de l'Union européenne et doit choisir, il y a un risque qu'une compagnie puisse trouver plus intéressant de se déplacer aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est un problème auquel il faudrait s'atteler. Christelle, une dernière question pour vous. Comment est-ce que les
pays. Un rappel pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous représentez donc le ministère des Affaires étrangères en Estonie. Comment est-ce que l'innovation, la protection des données et la résilience dans le domaine numérique, en particulier lorsque les ressources sont limitées, comment trouver un équilibre? Alors, c'est une très bonne question. Difficile, oui. Alors, je pense que la clé ici est d'arrêter de traiter l'innovation, la protection des données et la résilience comme des objectifs séparés. En pratique, ça ne fonctionne que si il y a une conception conjointe. On va pour l'identité estonienne digitale et la signature numérique. C'est ainsi qu'on a fait la conception. Donc, on peut dire que les ressources... Alors, c'est plus simple dans le temps. Le deuxième point, il s'agit de se concentrer sur les blocs qui sont réutilisables. Quand on a une identité sécurisée, des données sécurisées qu'on peut échanger, eh bien, à nouveau, cela permet de réduire les coûts et cela renforce la résilience et la protection de nos données. Oui, ce sujet est vraiment actuel, il est pleinement d'actualité. Et nous venons d'apprendre que le gouvernement italien vient d'être confronté à un problème et a repoussé une attaque massive contre des institutions, des affaires étrangères en Italie. Donc, nous venons d'en discuter pendant cette émission. Ce sujet de la cybersécurité, de la cyber-résilience sont tellement d'actualité. Nous avons presque fini, mais je voulais vous donner une dernière opportunité, peut-être un dernier mot, Marianne Lindroth, étant donné ce qu'on a déjà entendu, peut-être un mot de conclusion venant de vous pour ce panel. Alors peut-être par rapport à la résilience sur le terrain, les réglementations, peut-être en gardant à l'esprit l'exemple italien d'ailleurs. Ce n'est pas abstrait ou virtuel, ça se passe en ce moment. Oui, le risque principal en réglementation, c'est que cela reste abstrait et que ce soit difficile de rendre concret en situation concrète. Alors, il y a la conformité également qui est essentielle. La résilience ne viendra pas de documents, ça vient de coordination, de l'utilisation de bonnes pratiques et de rendre la résilience atteignable pour tous. Ça, ce sera sans doute ma conclusion. Merci beaucoup. C'est une très belle conclusion. Marianne Rinroth, experte en cybersécurité et chef de projet pour l'initiative Cyber Citizen à l'Université Aalto, ici en Finlande. Christelle Amélie Emre, désolée, je prononce certainement mal votre nom et prénom. Vous êtes conseillère en politique numérique et cybernétique au ministère estonien des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Markus Holmgren, chercheur à l'Institut finlandais des affaires internationales. Merci à vous aussi. Cyber au sein du dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Merci infiniment pour vos lumières et ces exemples de succès que vous nous avez donnés. Denis Boyer, it's time to wrap our discussion with our final segment, c'est maintenant le moment de Outlook. clore notre session avec notre dernière session Outlook. Et je vais... Alors, je vais accueillir mes prochains invités. Ils vont arriver. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Peut-être que vous vous asseoir au centre. Sandra Cohen, j'espère que vous allez bien. Merci. Vous aussi? Oui. Alors, vous êtes chef de mission adjointe à l'ambassade de France à Helsinki, en Finlande. Vous êtes une diplomate expérimentée et vous jouez un rôle central dans le renforcement des relations bilatérales entre la France, que vous représentez, et notre hôte local, la Finlande, en particulier sur des questions de cybersécurité. Alors, nous aimerions vous entendre là-dessus, mais vous travaillez aussi sur les relations, sur l'innovation numérique et résilience et d'infrastructures critiques. Bien entendu, je vais dire une évidence, mais c'est tellement important pour les deux pays, pour la France et la Finlande, qui font partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, vos impressions, peut-être tout d'abord, sans préférence.
Nous avons eu une discussion d'1 heure déjà avec 2 panels différents. Est-ce qu'il y a peut-être des idées ou une idée que vous aimeriez mettre en lumière? Alors, merci beaucoup, Gallagher. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous remercier pour avoir choisi Helsinki afin d'accueillir ce panel. À mes yeux, après 2 ans en Finlande, eh bien, je pense que la Finlande et les pays baltiques sont vraiment des exemples merveilleux. Et j'aimerais dire que la Finlande, en particulier, il y a une attitude par rapport à toute menace qui est de rester calme. Alors, je vais ajuster votre micro parce que je crois qu'il frotte sur votre vêtement. Merci beaucoup, c'est mieux. Alors, je reviens à ce que vous dites. Désolé. La Finlande est un pays où on veut être très calme, mais cela est le cas parce qu'ils sont prêts. Alors, la leçon la plus importante à retenir, c'est soyez préparés et soyez préparés pour toute la société. Et vraiment, c'est le plus important. Je crois que vos orateurs précédents ont mentionné que le monde devient de plus en plus brutal. Les menaces sont de plus en plus complexes et nous avons besoin que tout le monde soit autour de la table afin d'y faire face. Il y a aussi beaucoup d'autres leçons à retenir. Par exemple, la cyber-résilience est bien davantage que la cybersécurité. Et j'étais très impressionnée par le journaliste qui nous a expliqué toutes les menaces auxquelles les journalistes font face, ceux des réseaux sociaux, toutes les menaces sur les réseaux sociaux, les menaces personnelles, directes, et les menaces par rapport à nos démocraties et notre résilience dans son ensemble. Donc ça, c'était vraiment très impressionnant à entendre. J'aimerais également dire que tout ce que nous avons appris aujourd'hui est un écho à notre stratégie française. Le fait qu'il faille être résilient, qu'il faut arrêter l'extension de la menace. On a parlé de la dissuasion, d'autres ont parlé de la protection des infrastructures. Ce sont des actions excellentes. Oui, sensibilisation, être préparé également. Je sais que vous jouez un rôle pivot entre votre pays et la France, que vous représentez, la Finlande. Donc, vous êtes en charge de l'organisation de la synergie. Mais comment est-ce que ça se traduit en actions concrètes? Est-ce que vous avez des exercices conjoints? Est-ce que vous développez des cybernormes? Est-ce que vous partagez des alertes? Quelles sont les actions concrètes que vous réalisez ensemble? On fait tout et bien plus encore. Vous avez invité Maxime du Centre d'excellence des menaces hybrides et c'est important de voir que c'est quelque chose que la Finlande a mis sur la table. Ça a été créé par la Finlande et la France a été le membre fondateur de ce centre. Donc ça, c'est un exemple concret de ce que nous pouvons réaliser ensemble, que ce soit avec l'UE, notre cadre préféré, ou ensemble avec l'OTAN. Nous faisons énormément de choses, nous échangeons les bonnes pratiques, comme les orateurs précédents l'ont mentionné, mais nous essayons aussi d'encourager les nouvelles idées, que tout le monde se rencontre, que les uns et les autres se rencontrent, et c'est ce qui fait la différence. Donc, vous avez certainement vu que la Finlande, l'année dernière, était à la tête de l'OSCE, et donc c'est une grande organisation qui a fait énormément pour créer un dialogue sur la cyber-résilience et qu'il soit entendu. Nous avons contribué à cela. Nous travaillons aussi au mécanisme Tallinn pour l'Ukraine, et donc beaucoup d'informations, partage d'informations, bonnes pratiques. Et le troisième point est que ensemble, nous participons à de nouvelles initiatives. L'importance du privé et du public, la coopération a été déjà mentionnée à cet égard. La Finlande est un membre du mécanisme PALMA lancé avec la France et le Royaume-Uni et d'autres pays. Et c'est un mécanisme pour incorporer le secteur privé aux discussions. Donc, comment utilisons-nous les outils commerciaux? Comment éviter les hackings, le piratage? Quels sont les bons usages de ces outils? Peut-être une autre question
Mais avant cela, j'aimerais reconnaître et dire bonjour à tout le monde de Guinée, de la République centrale d'Afrique. Bonjour à tout le monde, tous nos amis qui sont là sur le continent africain et qui se joignent à nous. J'aimerais vous demander, alors, vous êtes souvent un modèle pour la cyber-résilience en Finlande, donc vous êtes souvent cité grâce à son administration en ligne, son système éducatif et ses partenariats publics-privés. Comment est-ce que l'ambassade que vous représentez et pour laquelle vous travaillez facilite les échanges entre les parties prenantes français et finlandais pour inspirer des solutions innovantes, peut-être sur l'IA, l'intelligence artificielle, des technologies, tout en garantissant leur sécurité dans son ensemble? Alors, nous avons beaucoup d'actions différentes à cet égard. Par exemple, nous tenons informés sur ce qui se passe et cela évolue énormément. Il faut un réseautage. Nous essayons de rencontrer non seulement les parties prenantes européennes, mais nos parties prenantes rencontrent les Finlandais et nous organisons beaucoup de visites. Nous accueillons des délégations et nous nous assurons également que les personnes se trouvent dans la même pièce et qu'on leur donne la parole parce que ce sont les spécialistes. Nous ne sommes pas les spécialistes. Voilà ce que nous faisons et parfois, ils ont besoin de discussions privées. Donc, nous nous assurons que cela soit faisable, qu'ils aient l'espace nécessaire pour se faire et qu'ils puissent discuter. Très intéressant. Donc, vous êtes à l'ambassade française de France à Helsinki. Merci beaucoup. Kitos, comme on dit ici en Finlande. Merci infiniment, Sandra Cohen. Et merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. À nouveau, vous avez été nombreux à nous rejoindre et nous sommes très reconnaissants. Nous reviendrons très bientôt pour le prochain rendez-vous de l'expertise. À très vite entre-temps. Merci et Kitos.